Nous allons continuer à avancer dans le temps. Et donc, à la fin de ce Middle Stone Age dont on parle tant depuis ce matin, on trouve en Afrique du Nord, au Sahara, une industrie que l'on appelle l'atérien, dont vous avez déjà entendu parler. Et des sites très importants, très riches de cet atérien, stratifiés, ont été étudiés depuis longtemps déjà dans la région de Rabat, sur le littoral. Donc on va avoir une présentation par mon collègue Roland Nespoulet et monsieur El Ajraoui, qui vont nous parler de cet atérien de la région de Rabat. Et puis ensuite, on va continuer avec des industries qui sont autour du dernier maximum glaciaire et ensuite, en particulier une industrie qu'on appelle l'ibéro-maurusien, qu'on connaît au Maroc, en Algérie, même plus à l'est, en Tunisie. Et puis ce qui lui fait suite, hein, on s'approche là des temps qui vont voir le développement d'économies de production, et on finira avec ça aujourd'hui. Donc je laisse la parole à Roland Nespoulet qui va faire un duo donc avec Mohamed El Ajraoui. Merci beaucoup Jean-Jacques. Et aussi, je voulais commencer en remerciant Madame Gudin, je ne sais pas si elle est dans la salle, pour une admirable organisation, un super accueil. Et voilà, on a particulièrement apprécié la façon dont elle a rendu possible cette journée en tant qu'intervenant. Je vais commencer par dire ce qu'on ne va pas faire. Ce qu'on ne va pas faire, c'est qu'on ne va pas faire un long développement descriptif des industries, des productions. Il faut savoir quand même que Abdelgilil et moi, comme beaucoup d'autres collègues en préhistoire, on va dire des cultures matérielles, on peut passer des heures, des journées entières entre nous à parler de la torsitude d'une lamelle ou de la morphologie d'un éclat cortical. Donc ça, on ne va pas le faire. C'est un choix qu'on a fait. On va, comme tu disais Jean-Jacques, on va faire plutôt un duo. Et à ce titre, je vais vous faire une confidence. J'espère que tu ne m'en voudras pas, Abdelgilil. Je pense que Abdelgilil et moi, on est assez complémentaires. C'est un duo en tension, en fait. Abdelgilil, il a beaucoup d'idées. Moi aussi, bien sûr, mais il a une particularité, c'est qu'il est également poète et musicien. Et que ça éclaire d'une façon, je crois, très intéressante l'activité scientifique. Et finalement, moi, je suis plutôt du côté, je viens d'une humeur qui s'appelle Histoire naturelle de l'homme préhistorique, hein, dans les disciplines naturalistes, les faits. Abdelgilil aussi, mais je crois que cette complémentarité d'une approche qui est finalement, on essaie de répondre à la question, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. OK, on a des tas de données. On a la chance à Témara d'avoir des sites assez extraordinaires, notamment El Nasra. Mais comment les interpréter? Comment aller au-delà de simplement de rester dans notre cercle de préhistoriens et d'essayer d'en tirer des leçons un peu plus générales sur finalement, par exemple, la modernité comportementale. Donc voilà, c'est un duo en tension et en complémentarité. Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais on va faire ça comme ça. Quelques rappels. Alors, vous avez vu le titre, civilisation. Alors, quand on a repris ce titre ce terme qui peut paraître un peu désuet maintenant, mais qui est aussi un petit clin d'œil à nos prédécesseurs. Je pense par exemple à Gabriel Camps pour l'Afrique du Nord. Mais finalement, j'ai voulu remettre un truc basique, une définition du Larousse, parce que dans civilisation, il y a des définitions qui sont plus ou moins positive. Donc, quand nous, on utilise le terme de civilisation, on l'utilise bien dans ce terme, cette acceptation positive. On essaie de prendre en compte, non pas l'homme total de Mauss, mais en tout cas, tous les éléments de la culture matérielle et non matérielle, ou immatérielle, qui nous permettent de dire, bah oui, ça c'est de l'atérien. Il n'y a aucun doute, c'est de l'atérien, ou ça n'en est pas. Bien sûr, ça c'est le Graal, hein, c'est un but ultime qu'on n'atteint jamais, mais c'est un peu l'idée. Dans le mot civilisation, il y a aussi civil, il y a citoyen, il y a le fait qu'on se reconnaît ou qu'on ne se reconnaît pas dans une culture. Et puis, ça c'est finalement pour la définition de l'atérien, qui est sur un territoire gigantesque. Finalement, je peux déjà donner une des conclusions finales, c'est que plus on avance dans nos recherches, que ça soit de la Cyrénaïque, enfin la Libye, jusqu'en Mauritanie, on se rend compte que l'atérien n'existe pas vraiment. En fait, ce sont des variations locales, une infinité d'adaptations des groupes humains qu'on dit atériens
à des contextes extrêmement variés, aussi bien climatiques que géographiques. Mais à une échelle plus grande, et je fais référence là à un article qui a marqué finalement la recherche en Afrique dans les années 2000. Vous allez voir que pour nous, ça a été vraiment, enfin pas que pour nous d'ailleurs, les années 2000 ont été un basculement important. C'est l'idée que finalement la terrien, on peut le replacer à l'échelle africaine. Là, j'ai marqué, c'est pas tout le continent, mais si on regarde l'industrie lithique, les outils taillés, la pièce pédonculée, je vais y revenir, fait partie finalement d'une tendance générale qu'on peut appeler le phénomène pointe en gros, et qui est associé à l'échelle africaine à ce qu'on appelle le modern package ou le comportement humain moderne. Mais vous allez voir que c'est pas que ça. Donc, pièce parfois foliacée, mais toujours pédonculée, c'est le fait qu'on amincit la base de la pièce, la soie. C'est une pièce, on l'utilise encore, ce terme-là, fossile directeur, c'est-à-dire que quand on trouve une pièce pédonculée, on sait qu'on est dans la terre, il n'y a aucun doute. Et du fait, c'est un petit peu l'arbre qui a caché la forêt. Dès qu'on trouve une pièce pédonculée, on ne va pas voir ailleurs, et finalement, dans la structuration des différents moments de cet attérien, ou non attérien, cette pièce a pris un peu toute la place. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'évolution. On sait par exemple qu'à la fin de l'attérien se développe une méthode bifaciale un peu plus différente en tout cas, et probablement avec de la retouche par pression. Donc il y a bien des choses qui se passent au sein de l'attérien. Mais finalement, tout ça, qui est extrêmement utile et indispensable, hein, je vous l'ai promis, hein, je ne vais pas vous faire la métaphysique de l'éclat cortical, mais c'est le lithique qui a structuré notre façon de voir l'attérien. Et avant de revenir sur qu'est-ce qui peut nous éclairer sur la culture attérienne aujourd'hui et qui n'est pas de l'industrie lithique, je reviens juste sur quelques éléments historiques. Avant, après 2000, hein, c'est un peu ça le basculement. Ça, c'est une planche, vous voyez, 1976 de Gabriel Camps, où à l'époque, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais avec les moyens de datation qu'on avait utilisés en Afrique du Nord, on comparait l'attérien chronologiquement à, en gros, la première moitié du Paléolithique supérieur européen. Alors, au-delà d'une comparaison transméditerranéenne qui, aujourd'hui, on sait, est dépassée, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point la géochronologie, c'est-à-dire le squelette même de notre discipline, le temps, peut influencer les concepts. Qu'est-ce qui se passe après 2000 ? Ce que vous voyez, en fait, donc ça, c'est surtout des sites marocains, mais pas que. On a essayé de mettre ça, ils n'y sont pas tous, hein, c'est pas exhaustif. Par rapport à la planche que je viens de vous montrer juste avant, vous voyez la bande orange avec radiocarbone, enfin 14C, carbone 14, on situait tous les sites attériens dans cette phase de temps-là. Depuis qu'on a appliqué d'autres méthodes, notamment les méthodes de la luminescence et uranium-thorium, tous ces sites-là ont vieilli considérablement, parfois de 80 000 ans, et finalement, dans cette bande du radiocarbone, il ne reste pratiquement plus aucun site attérien. On a donc, à partir des années 2000, surtout à partir des années 2000, complètement changé le cadre chronologique de cette culture. Très rapidement, voilà les deux schémas très très simplifiés de ce que ça donne. C'est-à-dire qu'on allonge les durées, on se pose de nouvelles questions. Je tends une petite perche à Jalil Bouzougar, parce que lui, il va parler de ce qui se passe aujourd'hui avec l'ibéro-maurysien et entre l'attérien et l'ibéro-maurysien, ou pas. Mais voilà, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'attérien a duré beaucoup plus longtemps que ce qu'on disait. Je ne reviendrai pas sur la discussion moustérien-attérien, mais qu'on a affaire à un phénomène temporel très long sur un secteur géographique gigantesque. Au Maroc, une des chances, et ça a été aussi notre chance à Témara, c'est qu'il y a des sites qui sont particulièrement généreux, stratifiés, comme tu disais, Jean-Jacques, mais aussi qui ont livré non seulement les productions matérielles, mais en plus les auteurs. Donc ça, c'est une grande chance. Cette carte répertorie notamment les sites attériens et les vestiges humains associés. Et effectivement, dans la région qui nous intéresse et dont on va vous parler plus précisément, les sites qui sont connus, de Dar es Sultan jusqu'aux contrebandiers, ont quasiment tous livré des vestiges humains, alors plus ou moins complets, mais donc on a les auteurs directs dans les mêmes niveaux où on trouve ces fameux objets. Donc ça, c'est la grotte d'El Aroura 2, qui a donné une séquence assez longue, une épaisseur de sédiments importante, et qui notamment est un des éléments maintenant de référence. Emmanuelle Stozel est dans la salle, elle a fait notamment sa thèse, elle travaille sur les microvertébrés de cette région, et l'Aroura 2, qui était l'objet de sa thèse, a permis de reconstituer, de retrouver, grâce aux proxys microvertébrés, les différentes variations paléoécologiques, notamment du stade 5. On parlera un peu plus de la grotte d'El Nasra, qui est juste à côté, à 3 ou 4 kilomètres, qu'on a fouillé, que Abdeljalil fouille depuis les années 90. Et voilà, ça fait un certain nombre d'années qu'on fouille cette grotte. On est plutôt
là, à l'intérieur de la grotte. Et une des particularités, je ne retiendrai que celle-ci pour l'instant, c'est le fait que, grâce aux travaux antérieurs d'Abdel Jalil, on a une grande superficie d'atériens à fouiller. Et ça, c'est finalement assez rare de pouvoir fouiller sur plusieurs dizaines de mètres carrés ces fameux niveaux atériens. D'un point de vue datation, toujours en comparaison, en fait, j'aurais pu faire la comparaison avec les autres sites de la région. Ils sont à peu près tous sur le même modèle, même si chaque grotte a sa propre histoire. On est dans des fourchettes chronologiques à peu près entre 130 000 ans, donc le début du stade 5, et pour les plus récents, les années 70 000 ans environ. Les traces archéologiques atériennes, je vais y revenir juste un instant avant de passer la parole à Abdel Jalil, juste pour les montrer, parce que ces pièces sont quand même magnifiques. Pièces pédonculées, c'est pas simplement, et je voudrais juste insister sur un point, c'est pas simplement des pièces comme la pièce qui porte la lettre A en haut à gauche fait tout de suite penser, c'est-à-dire à une arme de chasse qui est emmanchée. Les pièces pédonculées sont de toute nature et de toute forme. Quand vous regardez un assemblage atérien avec ces fameuses pièces pédonculées, tout a été pédonculé. Des éclats, des trucs complètement informes, des lames, comme la pièce qui est à droite. Donc, c'est-à-dire que ce phénomène, cette habitude qu'ont pris les atériens de faire des pédoncules, n'est pas forcément et uniquement lié à des activités de chasse, mais également à des activités quotidiennes. Et puis, un autre élément aussi qui est figuré en bas à gauche, ce sont des formes microlithiques du Levallois, qui est aussi une particularité de l'atérien. C'est quelque chose de très, très particulier. Et quand je dis microlithique, il y a certains éclats levallois qui sont inférieurs au centimètre. Et ce n'est pas des éclats, ce n'est pas des déchets, c'est des éclats qui ont vraiment été conçus pour être aussi petits. Mais au-delà du lithique, et on arrive finalement à ce qui fait aujourd'hui l'intérêt de l'atérien, c'est tout ce qui n'est pas dans le registre lithique. Bonjour. À mon tour, je pense que je dois remercier les organisateurs de cette journée magnifique qui nous a permis de se réunir et de parler de la préhistoire maghrébine, et plus précisément notre ami, collègue Jean-Jacques Hiblin, qui me lie avec lui une grande amitié parce que je l'ai connu depuis les années 1987, donc ça ne remonte pas hier. On était encore très jeunes tous les deux. Moi, j'étais conservateur du musée archéologique et lui, il était encore jeune, il préparait, je pense, sa thèse, et il est venu pour justement travailler sur le crâne de Jebel Irhoud. Tout ça pour dire quand même qu'on a une amitié qui est très ancienne. Et en même temps, sa relation avec le crâne de Jebel Irhoud, ça remonte à très, très, très longtemps. Je tiens également à remercier le ministère de la Culture donc, qui nous a soutenus depuis le début. Monsieur le ministre n'a pas pu y assister avec nous pour des empêchements, mais nous avons avec nous monsieur le secrétaire général, lui-même géologue. Je pense qu'il ne s'ennuie pas avec tout notre histoire et préhistoire. Donc, je rebondis sur ce que mon ami Roland a dit, parce qu'il y a une complémentarité entre nous deux. C'est vrai, je suis un peu poète, mais je suis quand même préhistorien. Et parfois, je rêve. Heureusement qu'elle est là pour m'encadrer un peu. Mais je lui demande toujours de me laisser pour rêver comme un poète le fait. Et ça me enchante. Bref, alors maintenant, moi, je vais vous parler d'un point très particulier, d'une problématique très spécifique à laquelle s'attachent beaucoup de chercheurs, à savoir l'origine du comportement humain moderne, c'est-à-dire notre mode de pensée et à quel moment il est apparu. Vous allez me dire que c'est très difficile, à travers des traces comme ça, de revoir ou bien de retracer un peu quelques aspects de nos modes de pensée. Alors là, pour ça, je vais vous parler de quelques traces qui sont très énigmatiques pour nous, qui sont très intéressantes pour trouver une réponse à telle problématique. Et là, nous avons quelques outils en os. Comme cela a été dit depuis ce matin, l'homme préhistorique a commencé par travailler de la pierre. Donc, ses premiers études, c'était comme support, il avait de la pierre. Et à partir du paléolithique moyen,
et notamment ici à El Mnasra, nous avons trouvé également des outils en os. Alors, comment ça, on peut le relier avec le comportement ou bien notre mode de pensée? Parce que ces outils-là, ils avaient la même fonction que celle qu'avaient les outils sur pierre. Donc, pour un même type d'outils, l'homme préhistorique, en ce moment-là, il a eu l'idée d'utiliser deux supports différents. Donc, cela demande une créativité et de l'innovation. Innovation d'abord pour le choix de la matière première et innovation technique. Parce que si pour la pierre, donc il fallait donc tailler et retoucher, alors pour l'os, il fallait l'abrasion et le polissage. Donc ça, c'est pour un même type d'outil, on a deux supports différents et deux techniques différentes. Donc ça fait partie du mode de pensée actuel, parce qu'on a pas mal d'objets avec des supports différents. Depuis si je prends par exemple un couteau, donc on a du fer, on a du bronze, on a jusqu'au plastique. Et tout ça, ça fait partie de ce mode de pensée. Là, alors, nous avons des structures de foyer. Des structures de foyer, comme vous pouvez le remarquer, en haut. Donc, en haut, à gauche, ici, nous avons trois types de foyers. Ça remonte à l'Attérien, ça remonte à peu près à 110 000 ans, pour vous situer chronologiquement. Donc, alors là, les foyers fermés, nous avons donc des foyers qui sont entourés par des blocs. Ça, c'est le premier type. Le deuxième type, ce sont des foyers ouverts, c'est-à-dire sans limite, qui ne sont pas limités. Et là, nous avons des foyers creusés dans de l'argile. Donc, vous pouvez déjà remarquer à cette époque-là que l'homme a utilisé différents types de structures de foyers. Pratiquement, c'est ce qu'on utilise actuellement. Si on est dans une forêt et on veut allumer des feux, on va choisir l'un de ces trois types de foyers. De même, nous remarquons que là, nous avons une répartition spatiale de ces foyers. Et comme l'a souligné Roland, au moment où j'ai commencé à fouiller ce site, je n'ai pas voulu faire un sondage, parce que généralement, ce que font les archéologues, on fait un sondage de 4 mètres carrés ou bien de 3 mètres carrés pour voir un peu la stratigraphie, parce que là, la profondeur de la grotte, le remplissage, ça fait 5,40 mètres. Normalement, on fait 5,40 mètres. Donc, normalement, on fait un sondage pour essayer d'aller jusqu'en bas. Moi, mon intention, c'était de fouiller pratiquement toute la grotte pour avoir une idée de l'ensemble de la grotte. Mais malheureusement, j'ai fouillé 28 mètres carrés. À chaque fois que j'élargis, je trouve des squelettes néolithiques et ça me prenait énormément de temps. Donc c'est pour cela, après, je me suis limité à 28 mètres carrés qu'on a descendu. Et c'est ça qui nous a permis de voir une idée globale de la répartition spatiale de comment les hommes préhistoriques organisaient leur espace. Ah oui, donc, quelle est la relation avec le comportement humain moderne? Bien sûr, avec le feu, l'homme pouvait, il servait pour la cuisson, et pour se chauffer et pour éventuellement faire peur aux prédateurs. Mais un élément qui est, à mon avis, très important, c'est à travers le feu, l'homme il a pu vaincre des phénomènes naturels. Pourquoi? Parce qu'avec le feu, il a pu vaincre le froid, il peut se réchauffer, et il a même pu prolonger le jour et vaincre l'obscurité. Donc, c'est à partir de ce moment-là, l'homme il a su qu'il était capable de vaincre les phénomènes naturels. Et jusqu'à présent, il y a des phénomènes naturels qui dépassent largement l'homme, tels que les volcans, les séismes, les tsunamis. Donc, mais ça, quand même, c'est une évocation pour l'homme de Témarin. Troisième élément, ce que nous avons ici, ce sont des Nassarus, c'est-à-dire ce sont des coquilles perforées dont l'homme qu'il pouvait soit porter,
soit offrir. Et qu'ils pouvaient avoir un rôle, soit médicinal, ils peuvent avoir un rôle prophylactique, magique ou offrande, ou bien pour offrir. Alors, normalement, ici, ce sont des objets, tous les objets que nous avons vus, que vous avez vus depuis ce matin, c'était des objets qui avaient une fonction utilitaire, c'est-à-dire soit pour creuser, soit pour gratter. Alors là, on passe à des objets qui ont une fonction symbolique. C'est-à-dire, quand je veux offrir une coquille, c'est un symbole. Mais en même temps, quand je dis un symbole, c'est-à-dire qu'il y a un message codé entre l'inventeur, il y a une complicité entre le donateur et le récepteur. Sinon, le cadeau n'aura pas de sens. Donc, on passe un symbolisme. Et ça, c'est la plus grande connectivité de l'homme jusqu'à présent. Donc, c'est l'apparition du symbolisme qui est apparu à ce moment-là. Là, nous avons de l'hématite, nous avons un broyeur, et là, des fragments de l'hématite. Donc, l'homme s'en servait justement donc, pour soit colorer sa peau, soit la peau des animaux, mais aussi, ça servait il avait quand même aussi un élément, un message symbolique. Et en même temps, à partir de ce moment-là, l'homme a découvert la chimie. Pourquoi? Parce qu'en mélangeant l'hématite, l'argile l'hématite avec la graisse, ou bien l'hématite avec de l'eau, il obtient un troisième objet, un troisième corps. Donc, c'est à ce moment-là, c'est la première, je pense que peut-être qu'il y en avait avant, mais en tout cas, en ce moment-là, l'homme a découvert la réaction chimique. Avec le feu, il y avait la transformation des aliments cuits, par exemple la viande, il y avait une transformation chimique et physique, mais avec l'hématite et le colorant, on a c'est-à-dire la découverte de réactions chimiques. Là, pour les restes des hommes athériens qu'on a trouvés, comme il a dit mon collègue Roland, l'athérien, c'est une civilisation qui s'étend depuis l'ouest de l'Égypte jusqu'à l'Atlantique et s'étend jusqu'au Tchad, au nord du Tchad. Mais la seule région qui a livré des restes humains, c'est la région de Rabat. Et là, parmi les découvertes, les éléments qu'on a, les restes humains découverts, on a ici le crâne de Dar Sultan, et là, un enfant qu'on vient de découvrir en 2009 avec mon ami qui est décédé, donc Dible, et qui est en cours d'études avec Jean-Jacques Hublin, donc qui s'occupe de l'étude de ce crâne. Et normalement, là je parle sous le contrôle de Jean-Jacques, normalement ça c'est un peu les descendants de l'homme de Jebel-Irhoud, et c'est de l'homo sapiens moderne ou sapiens, je ne sais pas comment. Donc je laisse peut-être pour Jean-Jacques Hublin d'en parler. Alors, quelle est l'importance archéologique du site de Mnasra? Les éléments dont je viens de vous en parler, on en a trouvé partout en Afrique. On a trouvé de l'hématite en Afrique du Sud, on a trouvé au Proche-Orient, on a trouvé en Afrique du Nord, à Taforat, à Ifrin, à Mar, etc. La même chose pour les autres restes. Parfois, quelques restes sont plus anciens que ce qu'on a trouvé ici. Mais l'importance de Mnasra, c'est le seul site où on a trouvé tous ces éléments dans un même niveau archéologique. Je dis bien l'ensemble de ces éléments. Donc ça, c'est quelque chose de très important. En même temps, aussi, je parle du point de vue richesse. Par exemple, pour les Nassarius, que je vous ai montré tout à l'heure, on en a trouvé dans le site de Mnasra à peu près plus que 300 coquilles. Et ça dépasse le nombre qu'on a trouvé dans tous les sites à travers l'Afrique. Donc, pour montrer un peu
la richesse et en même temps pour l'ancienneté et la durabilité. Dans les autres sites, on a trouvé dans un seul niveau, mais là, on a trouvé dans 3 niveaux, c'est-à-dire le niveau 7, 6 et 5. Et ça a duré entre moins 110 000 à 90 000 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une durabilité dans la transmission du savoir, qui a duré presque 20 000 ans. Et ça, je pense, c'est quelque chose de très important. On peut même parler de l'apparition de la mémoire, d'une mémoire collective. Et enfin, donc, on a eu de la chance aussi, dans la région, pas dans le site de Mlassara, mais dans les sites avoisinants, de trouver les auteurs responsables de cette civilisation, à savoir les Homo sapiens sapiens. Ah oui, il y a... c'est pour cela que maintenant, tout le monde est d'accord, surtout pour les biologistes et les paléoanthropologues, que la culture a joué un rôle très important dans le développement ou bien dans l'évolution biologique. Et ça, pour les exemples, on en a des centaines, bien je dirais des dizaines, pas des centaines, mais plusieurs exemples, surtout avec l'évolution ces dernières années de la génétique et de l'épigénétique. Alors maintenant, avec mon ami, on se pose la question, est-ce qu'il ne serait pas judicieux peut-être de proposer une nomenclature parallèle à celle de la nomenclature binominale naturaliste et biologiste et parler de l'homo culturaliste. Je pense là, je vois Jean-Jacques qui est en train de me regarder. Ah oui, parce que les anthropologues, moi je suis préhistorien, donc chacun doit... Je ne sais pas, donc, Roland, est-ce que tu veux dire quelque chose ou, Voilà. Donc, alors, merci de votre attention. Puis, si vous avez des questions, on est là pour...